Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. La veille, nous nous assurons que nous pouvons sortir du camping avant 8 h car c'est l'heure d'ouverture des caisses de Delphes. Arrivant à l'ouverture, nous avons la voie sacrée de Delphes pour nous seuls. La montée au stade est littéralement sportive. Le musée conserve beaucoup de pièces importantes. Le lendemain, nous passons vers le sud avec un arrêt à Antikyra. Nous arrivons donc de bonne heure au site le 13 mai 2022. Cela a des avantages évidents, les places de parking légales sont très limitées et comme nous entrons vraiment à 8 h pile, nous n'avons personne devant nous. Nous nous trouvons à l'ex-voto des Argiens, les habitants de la ville d'Argos sur le Péloponnèse. La voie sacrée est l'axe montant bordé des ruines des trésors des différentes villes grecques. L'oracle de Delphes était payant et on y contribuait à l'avance. Les villes entassaient des trésors dans des petits temples le long de cette route. Les dalles de pierre qui recouvrent la voie sacrée datent de l'Antiquité tardive. Le seul monument remis debout est le trésor des Athéniens qui ressemble à un petit temple classique. Entièrement réalisé en marbre blanc de l'île de Paros, il a été dédié par les Athéniens. Il est le seul édifice à se présenter aujourd'hui dans ses dimensions réelles du sanctuaire d'Apollon sur le site de Delphes. Sa consécration commémorerait la naissance de la démocratie athénienne suivant le renversement de la tyrannie des Pisistratides en -510 ou leur victoire sur les Perses à Marathon en -490. On estime qu'il fonctionnait comme une sorte de chambre forte, dans laquelle étaient gardés les trophées provenant des grandes victoires remportées par la cité d'Athènes ainsi que d'autres offrandes en l'honneur d'Apollon. Cet édifice adopte la forme d'un petit temple d'ordre dorique. Sa façade est composée de 2 colonnes dressées entre les piliers angulaires. L'uniformité du marbre était rompue par les couleurs dont étaient ornées certaines parties des métopes et par des éléments décoratifs métalliques. L'air était bordé à l'Antiquité par 4 exèdres semi-circulaires. Ici se déroulait tous les 8 ans le rituel septérion. Le rocher de la Sibylle provient de la chute de rocher des Phédriades. La première prophétesse de Delphes, Sibylle Hérophile, s'était tenue à cet endroit pour prononcer ses oracles. Le portique était construit pour y abriter les trophées des victoires navales des Athéniens. Le mur de soutènement du temple d'Apollon, en appareil polygonal et en excellent état de conservation, est érigé au VIe siècle avant notre ère. Les blocs utilisés pour sa construction et les joints courbes entre ceux-ci constituent un ensemble admirable d'exactitude statique, de perfection dans la construction et de sensibilité artistique. Sur toute la longueur du mur, environ 800 inscriptions ont été gravées. Ce sont principalement des actes d'affranchissement d'esclaves. La colonne serpentine est la partie subsistante de l'offrande à Delphes. Ce monument se présentait à l'origine comme une colonne de bronze formée des corps entrelacés de 3 serpents dont les têtes portaient un trépied en or. La hauteur totale du pilier de Prusias II atteint près de 10 mètres. Au sommet se dressait la statue du roi Prusias II à cheval. Le temple d'Apollon occupe la place la plus importante au sein du sanctuaire de Delphes. On estime que le fameux oracle se trouvait à l'intérieur du temple. Le temple le plus récent a été inauguré en -330. D'ordre dorique, l'édifice est entouré de colonnes et bâti en tuf stuqué. Les grands blocs formant le plancher du temple sont impressionnants par leur taille et leur régularité. Le théâtre, le monument le mieux conservé de Delphes, témoigne du degré de développement intellectuel et culturel du sanctuaire d'Apollon. Il a été édifié sur une pente naturellement disposée en amphithéâtre, offrant une vue panoramique sur la vallée du Plestot. Des concours musicaux et dramatiques se tenaient dans le théâtre lors des Pythias ou d'autres fêtes religieuses. Le monument visible aujourd'hui date du début de l'époque romaine, donc du 1er siècle. Les matériaux proviennent des carrières de calcaire du Montparnasse. C'est au cours des fêtes delphiques qui ont lieu dans le théâtre en mai 1927, qu'est représentée pour la première fois une ancienne tragédie grecque dans un théâtre antique. Beaucoup plus haut se trouve le stade antique de Delphes. Peu de gens y montent, mais c'est quand même une installation impressionnante par sa longueur. Les gradins ont été ajoutés au temps de la domination romaine seulement. Le meilleur point de vue est à l'ouest et directement sous la cabane des surveillants. Du haut du stade, on ne peut redescendre qu'aux caisses. Nous repassons au théâtre parce que personne ne s'y trouve à ce moment. Un des seuls chemins parallèles que nous empruntons continue sous le théâtre vers l'est,
on voit du haut sur le temple d'Apollon. Le monument du fer à cheval comportait au moins 18 statues en marbre du IIIe siècle avant notre ère. Nous sortons de l'enceinte principale du site de Delphes. En arrivant en bas aux caisses, nous voyons les personnes descendues de 2 grands bus qui passent l'entrée peu avant 10 heures en file indienne. Nous sommes donc sortis au bon moment. Le gymnase de Delphes était le lieu d'entraînement des athlètes, contrairement au stade où avaient lieu les épreuves devant public. Le site est fermé, mais toutes les parties sont bien visibles de la route qui offre plusieurs points de vue. La fontaine de Castaline est plus accessible, visible est cependant le grand bassin où les demandeurs d'augure devaient se laver avant de recevoir l'oracle de la Sibylle sur son rocher. On continue encore un peu le long de la route pour rejoindre la terrasse Marmaria, un des sites les plus impressionnants et où se rendent curieusement peu de personnes. L'accès à ce site est gratuit, il est cependant aussi bien surveillé que la partie centrale. La Tholos de Delphes figure parmi les chefs d'œuvre de l'architecture grecque antique grâce à la richesse de son décor sculpté, à la polychromie et à la finesse de son exécution. Cet édifice circulaire, presque entièrement construit en marbre pentélique, remonte au début du VIe siècle avant notre ère. L'édifice comportait à l'extérieur 20 colonnes d'ordre dorique, parmi lesquelles 3 sont reconstruites dans les années 1930. À l'intérieur, le mur du séco circulaire était soutenu par 10 demi-colonnes d'ordre corinthien. Des scènes de centauromachie et d'amazonomachie sont sculptées sur les métopes de la frise extérieure. Nous visitons le musée archéologique de Delphes à la fin. Contrairement à d'autres sites, beaucoup de pièces maîtresses sont restées sur place à Delphes. Les salles sont arrangées en ordre chronologique et on peut bien replacer les sculptures dans leur contexte si on a visité les fouilles juste avant. Le trésor de Siphnos est l'un des bâtiments du sanctuaire grec antique de Delphes. Sur le site ne se trouve que le socle. Mais des frises sont conservées. Des parties importantes de la frise sud sont manquantes. Probablement le thème populaire de l'enlèvement des femmes est représenté. Les fragments survivants sont des chevaux en relief, bien sculptés et pleins d'énergie, qui prouvent la maîtrise de l'artiste. Le thème du long côté nord est une gigantomachie, le contact des 2 Olympiens contre les géants, fils de la Terre. Le mythe de l'affrontement qui aboutit à la victoire des Olympiens est l'un des thèmes favoris de l'art grec archaïque et symbolise le triomphe de l'ordre et de la civilisation sur la sauvagerie et l'anarchie. La colonnette entourée de 3 corées supportant initialement une vasque en marbre de Paros et remonte au premier quart du VIe siècle avant notre ère. C'est un périrenthérion, c'est-à-dire un bassin utilisé dans les rituels. Les 2 statues similaires des jumeaux d'Argos, plus grandes que nature, sont l'offrande monumentale la plus ancienne de Delphes et l'un des premiers exemples de la grande plastique archaïque. Elle constitue une véritable paire, ce qui est un phénomène rare dans l'art grec. Les statues sont déterrées à la terrasse de Marmaria entre 1893 et 1894. Les poses de certaines figures sont exagérées et peu réalistes. À côté des mouvements audacieux et libres, caractéristiques de l'époque archaïque au même titre que le sourire, les proportions sont équilibrées et les figures bien balancées. L'anatomie est rendue avec un grand sens plastique, tandis que les détails des vêtements sont indiqués par des lignes nettes. Une base en tuf est visible au nord-est du temple d'Apollon. Elle soutenait une colonne de 11 mètres de haut. Constituée de tambours, la colonne ressemble à une tige végétale dont se détachent, à intervalles réguliers, des feuilles d'acanthe dentelées. À son sommet, 3 jeunes filles sculptées autour d'une tige, végétale elle aussi, semblent être suspendues dans les airs. Elles portent un court chiton transparent et, sur la tête, une coiffe en forme de panier. Nous avons vraiment tout vu après plus de 4 heures sur le site de Delphes. Nous retournons donc au camping où nous passons tout le reste de l'après-midi et aussi la 2e nuit comme nous l'avions prévu en arrivant la veille. Ce repos nous fait du bien, car les longues visites sont fatigantes. Après Delphes, nous avons un autre grand but, Athènes. Or, il y a surtout plusieurs heures de route à faire. Nous ne prenons pas la route directe au début, on vise le village côtier Antikyra pour son gros phare. C'est en gros au sud-est de Delphes. C'est aussi à une de ces terrasses où nous nous attablons pour notre premier café grec. C'est en fait du café turc, donc non filtré et bien sûr sans lait. Comme on ne peut pas remuer le café dans la tasse, il faut préciser la quantité de sucre que l'on veut avoir dedans lors de la commande. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.